Il faut savoir qu'en fait, c'est à partir de 1960 que Senghor va parler de cet art nouveau pour une nation nouvelle. Un art qui est au service donc de la négritude, dans un dispositif culturel transversal. Pour Senghor, la négritude est un rare don d'émotion, une ontologie existentielle et unitaire aboutissant par un surréalisme mystique à un art engagé et fonctionnel. Je suis en train de le citer, collectif et actuel, dont le style se caractérise par l'image articulée autour de la gestion d'une nouvelle entité nationale, avec des fondamentaux sur le plan politique, sur le plan économique, parce que sur le plan économique, on a tendance à l'oublier, mais il y a quand même des choses très édifiantes que Senghor a fait sur ce plan-là, analogique et le parallélisme asymétrique. Donc je le cite un peu dans une conférence qu'il a prononcée à Montréal en 1966. Et en fait, l'un des indicateurs de choix d'une civilisation digne de ce nom est la production d'œuvres d'art. Et cette production réserve la possibilité à ces peuples-là de s'affirmer parce qu'ils ils montrent qu'ils sont capables de s'auto-penser et de s'élever jusqu'à la jouissance esthétique. Mais Senghor va un peu plus loin d'ailleurs, parce qu'il dit qu'en fait l'art nègre, c'est ce que véritablement l'homme noir apporte à la civilisation de l'universel. Il dit que le peuple juif a apporté le message de la Bible, le peuple arabe a apporté le Coran. Quant à nous noirs, le message de l'art nègre, c'est ça que nous avons apporté aussi à l'humanité. Donc en fait, sa perspective va de pair également avec une problématisation de la notion du vivre en commun et de cette volonté-là de construction d'une entité qu'il savait bien limitée, hein, mais sur le plan physique, mais illimitée presque sur le plan des perceptions. Parce que justement, c'est ailleurs qu'on a décidé que ceci serait le Sénégal et que la Gambie allait être au cœur du Sénégal, que la Guinée est différente, que moi qui suis d'origine malienne, je serais sénégalais à 100%, ce qui n'a aucun sens réellement. Et donc voilà, tous ces éléments-là qui ont une résonance historique, une résonance temporelle, datée, mais ces éléments-là, en fait, voilà, fallait les circonscrire dans la logique d'une territorialisation précise afin de gérer trivialement cet état-là qui nous a été donné en héritage ailleurs, parce que des puissances ont décidé un peu de cette balkanisation de l'Afrique. Et Senghor, donc, dans cette perspective-là, va mettre en place dans la logique d'affirmation et de consolidation de cette nation un dispositif pluriel. Mais s'agissant spécifiquement donc, de la formation et de la promotion d'une esthétique nègre, il avait compris très tôt qu'il était stratégique d'avoir des instances de validation dans le domaine de la formation. Et donc, l'école des arts au Sénégal a eu plusieurs noms, a évolué également avec le temps, mais je veux dire, il a bien mis en place sur le plan de l'encadrement et sur le plan des infrastructures cette école-là. Et il y a eu des personnes clés. Il s'agit de Iba Ndiaye, Pape Ibra Tall, André Seck et Pierre Lotz. Et de ces... André Seck, c'est plutôt pour la sculpture, parce qu'il avait trouvé qu'en fait la sculpture était importante. Et donc avec Iba Ndiaye, on va avoir déjà la section art plastique, déjà à la Maison des Arts du Mali en 1959, un peu avant l'indépendance, mais il professait, ensuite c'est entré dans l'école des arts, il professait un peu cette peinture de type académique, parce qu'il trouvait qu'en fait il n'y avait pas à se différencier par les outils autrement. Il fallait apprendre les fondamentaux académiques des arts afin de mieux affronter un peu l'environnement des arts visuels et esthétiques. Il y avait une autre perspective, celle de Lotz, qui trouvait qu'en fait, dans sa section recherche plastique nègre,
il n'y avait pas besoin de trop pousser les choses. Le nègre avait ce rare don d'émotion et que, en fait, il n'était pas nécessaire vraiment d'être dans des logiques académiques strictes. Il fallait créer les conditions de création pour ces nègres-là et les laisser s'exprimer. Et donc, en fait, son approche n'était pas très directive parce qu'il pensait qu'en fait, il y avait une sorte d'essentialisme plutôt en termes de don pour l'art qui faisait que voilà, c'était vraiment une formation relativement libre. Et donc, vous réalisez aisément que donc, ces deux approches pédagogiques antithétiques, antinomiques plutôt, qui se sont retrouvées dans cette école-là, et ça a fini d'ailleurs par faire que Iba Ndiaye va partir, s'exiler volontairement, il reviendra quelques vingtaines d'années ou trentaines d'années après, complètement d'ailleurs déboussolé par ce qu'il a vu au Sénégal parce qu'il avait perdu tout contact. Il y avait beaucoup de rancœur peut-être et de dépit parce que je pense qu'il n'était pas suffisamment compris. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais vous dire qu'en fait, voilà, il y a un dispositif qui a été mis en place. Je vous épargne vraiment les autres éléments, mais c'est un dispositif très cohérent que Senghor a mis en place dans le cadre de cette promotion de l'esthétique nègre. Et il va être aussi l'un des instigateurs, si ce n'est pas l'instigateur principal aussi, de l'école de Dakar. De l'école de Dakar, parce que c'était un homme politique, mais c'était également un critique d'art. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, ont dit qu'il s'est inspiré un peu de l'école de Paris, un peu pour parler de l'école de Dakar. Mais bon, avec le recul, on réalise qu'il y avait des choses aussi très cohérentes qui ont été mises en place. Parce qu'il y avait le dispositif, déjà, sur le plan esthétique, mais il y a eu également un peu toutes les références, parce que la référence, c'est un peu cette régularité avec laquelle les formes et les couleurs se renvoient et se mettent en chant. Et donc ça a donné le rythme, et le rythme était un élément important dans son dispositif. Et le rythme se prolonge aussi dans ce qu'il a appelé le parallélisme asymétrique. Donc on retient le rythme, on retient également le parallélisme asymétrique, qui est une sorte de répétition qui ne se répète pas. Mais ça, c'était très empirique d'ailleurs chez Senghor, parce qu'il avait vu un peu la formulation traditionnelle des patterns, des couleurs, des formes, des lignes, et de cette gestion-là un peu de l'esthétique traditionnelle. Et puis, il en a déduit un peu ces éléments de référence. L'autre aspect aussi, c'est tout ce qu'il avait donné comme élément de repère aussi sur la palette négro-africaine, autour des cardinals, hein, parce que quand il parle du kaolin, de l'ocre rouge et puis de l'indigo, on est dans les couleurs cardinales. Et quand il ajoute maintenant le noir charbon, voilà, on est un peu dans les valeurs aussi qui nous permettent d'avoir toutes les couleurs possibles. Et cette école-là va tourner donc autour des travaux, excusez-moi, d'un certain nombre d'artistes. Je vais citer Amadou Ba, Ibou Diouf, Ousmane Faye, Modou Niang, Pape Sidi Diop, Bokar Paté Diong, Daouda Diouk, Chérif Thiam, Seydou Bari, Maodo Niang, Babacar Koulibaly, Philippe Sen, qui est encore vivant, Boubacar Diallo, Théodore Diouf, Boubacar Goudiaby, Amadou Seck, voire Diatta Seck. Et les thèmes dominants de cette école renvoient au vécu quotidien des populations, aux mythes, aux légendes, aux croyances, aux réalités passées de l'Afrique profonde et mystérieuse. Et donc, en fait, on voit maintenant le lien entre justement cette consolidation de la nation qui dépasse la perspective de Ernest Renan et qui nous renvoie aussi à des aspects symboliques qui, projetés, nous permettent de vivre ensemble. Et le corpus proposé par cette école de Dakar renvoie à ces éléments-là. Et
pourquoi je peux me limiter, mais je peux faire des extensions aussi par rapport à l'école de Dakar. C'est qu'en fait, la perspective historique au Sénégal est une perspective, dans le domaine des arts visuels, est une perspective assez singulière. Parce que le propre de l'art, dans son évolution, c'est qu'en fait, les écoles et les générations se succèdent, mais ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans la perspective de l'histoire de l'art à l'échelle mondiale, c'est qu'en fait, les courants d'art sont des courants d'art qui sont dans des logiques de négation, d'une sorte de négation du passé, et donc d'une sorte de renouvellement des pratiques. Et le contemporain, d'ailleurs, tourne toujours autour de cet aspect sur le nouveau. Et assez paradoxalement, par la recension que j'en ai fait même de tous les discours de ces artistes sénégalais jusqu'à l'époque actuelle, ils sont dans cette sorte de continuum. Ils ne renient pas leur passé. Ils ne renient pas leur passé esthétique. Ils sont parfois dans des bifurcations plastiques, esthétiques, etc. Mais voilà, à aucun moment, en fait, ils n'enterrent le passé. Et j'aimerais souligner aussi qu'autour même de... Et c'est là où c'est important dans une perspective aussi africaine, etc. C'est qu'en fait, tout ce qui s'est fait premièrement à l'École des Arts a préfiguré les activités qui vont se passer lors du Festival mondial des arts nègres de 1966. Et donc ça a permis un peu à cette école-là d'éclore. Ça a permis aussi à des gens venus d'ailleurs d'apprécier la haute qualification, entre guillemets, de ces artistes-là. Au départ, les gens ne percevaient pas vraiment ce que Senghor voulait faire, mais après c'était relativement clair. Et ce festival-là a été d'ailleurs suivi par le second festival mondial des arts nègres et des arts et de la culture nègre. Donc le FESTAC, c'était au Nigeria en 1977. Ensuite, on a eu le FESMAN 3 en 2010 au Sénégal. Mais il y a eu d'autres initiatives aussi de ces panafricanistes-là, notamment le Festival panafricain d'Alger en 1969 et puis en 2009. Bon, il faut dire que ces festivals ne se sont pas déroulés avec toute la quiétude qui s'y est, parce qu'il y a eu énormément de débats, etc. Mais je trouve que ces débats-là sont toujours utiles à quelque chose, parce que ça permet un peu d'être dans des logiques de confrontation et dans des logiques de dynamique aussi, de scaling, pour parler moderne, mais dans des logiques assez saines. Alors, la référence senghorienne est une référence donc de base avec la chance qu'il a de mettre en place un dispositif et d'aller même jusqu'à des événements internationaux, etc. Je voudrais dire deux mots aussi sur une autre perspective, parce qu'on retrouve ça également souvent dans les dispositifs conceptuels des artistes. C'est celle de Cheikh Anta Diop, qui d'ailleurs n'a pas vraiment parlé spécifiquement des arts plastiques, voilà, mais il parlait de culture, il parlait de dynamique culturelle. Et il était dans une logique historisante, ou historique plutôt, d'affirmation un peu de l'identité nègre à sa manière, autour de la Méditerranée, hein, comme les autres ont fait également, avec la civilisation égyptienne. Et Cheikh Anta, en fait, précise dans Nation nègre et culture des thèmes comme l'indépendance de l'Afrique, la création d'un État fédéral, l'origine africaine et négroïde de l'humanité et de la civilisation, l'origine nègre aussi de la civilisation égypto-nubienne, l'identification également des grands courants migratoires et la formation des ethnies africaines. Et vous voyez bien que donc, ce qu'il dit était complètement différent de la perspective de Ernest Renan. Et donc son projet était vraiment de réconcilier l'Afrique avec l'histoire, la grande histoire, afin de réinsérer ce continent dans l'échiquier international.
Et c'est là où je dis que, d'ailleurs, nous qui ne sommes pas vraiment des enfants ni de Senghor ni de Cheikh Anta, on se sent très à l'aise pour les concilier parfois parce que finalement ils avaient des perspectives ou bien des références fondamentales différentes, mais en fait ils avaient la même ambition. Même si en fait, voilà, en réalité, voilà, il y a eu beaucoup de tensions entre les deux, mais le premier festival mondial des arts nègres a consacré littéralement Cheikh Anta aussi, comme étant l'un des penseurs les plus puissants de son époque. Et dans son livre sur l'unité culturelle de l'Afrique noire, il dit: j'ai voulu dégager la profonde unité culturelle africaine restée vivace sous les apparences trompeuses d'hétérogénéité. Donc, en fait, tout ce qui est tribal, ethnique, etc. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, il définit l'identité culturelle en ces termes-là. En fait, il dit: s'agit-il d'un individu, son identité culturelle est fonction de celle de son peuple. Par conséquent, il faut définir l'identité culturelle d'un peuple. Cela revient dans une large mesure à analyser les composantes de la personnalité collective. Il ne sort jamais l'individu du collectif. Et on sait qu'il y a 3 facteurs qui concourent un peu à forger cette identité-là. Il y a le facteur historique, il y a le facteur linguistique et il y a le facteur psychologique. Et il dit d'ailleurs également que en fait, la plénitude culturelle ne peut que rendre un peuple plus apte à contribuer au progrès général de l'humanité et à se rapprocher des autres peuples en connaissance de cause. Et cette partie-là, je la souligne parce qu'elle est particulièrement intéressante parce que justement, en histoire des idées, on a l'habitude de faire en fait une analyse dichotomique en fait, des trajectoires de Senghor et de Diop. Voilà, mais en ces termes-là, il ne parle pas d'une perspective radicalement essentialiste. Il est également dans des logiques d'ouverture, il est également dans des logiques de conciliation, il est également dans des logiques de vivre ensemble. Parce qu'au final, toutes ces considérations vont mener à quoi? Mais ces considérations vont mener à un recentrement en fait, du nègre par rapport à lui-même. Mais c'est pour mieux se mettre en situation par rapport à l'autre. Parce que justement, si vous ne savez pas qui vous êtes, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre. Et fondamentalement, on était dans ces logiques d'apport-là, aussi bien pour cette perspective ou pour d'autres. Il y a d'autres perspectives qui ont été développées. Je suis resté au Sénégal, je suis resté dans des dynamiques comme ça, mais ce sont ces 2 dynamiques-là en fait, qu'on a vues pour beaucoup aussi, même ailleurs, qui se sont affirmées dans d'autres latitudes. Ces considérations étant faites, je pense qu'il est important de penser et de corréler l'approche esthétique qu'on peut en faire de cette notion du vivre ensemble, pas sous l'angle seulement du folklore, c'est-à-dire parce que la perspective de Cheikh Anta était essentiellement rationaliste et scientifique, même si toutes ces thèses ne sont pas scientifiques, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi qui participaient de l'intuition et puis de la générosité aussi d'un penseur puissant et qui s'est consumé aussi, d'ailleurs littéralement au travail, et qui avait beaucoup d'ambition pour son peuple. Et donc voilà, les résultats des travaux de Senghor et des travaux sur l'école de Dakar ont donné une production autour de ces éléments-là de fédération. Des éléments de fédération, mais ces éléments de fédération sont les éléments autour du vivre ensemble. Nos références à nos mythes, à nos symboles, à nos traditions, etc., qu'on a retrouvées un peu dans la palette de la première génération qui n'a pas été reniée par les générations qui ont suivi et donc qui sont dans des dispositions tout à fait actuelles. Mais ces éléments-là, on les retrouve après ces dispositifs d'ancrage chez Senghor, on les retrouve de manière effective dans la production formelle. Chez Cheikh Anta aussi, c'est exactement les mêmes perspectives parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui se sont méfiés de l'école de Dakar
Et cette école-là, parce qu'elle était centrale et elle était très aidée par un mécénat d'État, a généré sa contre-école avec le laboratoire Agitar et d'autres formes aussi de trajectoires beaucoup plus individuelles. Dans le laboratoire Agitar, on a essayé autre chose. Mais tout ça tournait également sur des notions de panafricanisme, de renaissance africaine, et également de cette notion-là aussi de la valorisation du patrimoine. Même si, en fait, sur le plan formel, c'était vraiment une contre-école par rapport à l'école de Dakar. Ces perspectives-là sont des perspectives maintenant remarquables dans la production même actuelle sénégalaise. Parce qu'encore une fois, je dis, vous avez une histoire qui s'inscrit, esthétique, qui s'inscrit dans un certain continuum. Mais il y a également, en fait, cette manière d'assumer ce legs du passé et de se sentir d'ailleurs dans une terre un peu bénie hein, en termes de promotion, d'échange sur le plan esthétique, culturel, sur le plan de la valorisation fondamentale. Mais toutes ces choses-là ont fait que les productions actuelles aussi sont à mettre dans ce qu'on avait vu et affirmé et constaté dans l'amorce. Même dans les logiques urbaines, modernes. Vous avez évoqué l'expo de Soli Cissé. Soli Cissé renvoie à un univers assez étrange, onirique, etc. Mais il est dans une logique également de valorisation peut-être d'un potentiel, mais de valorisation d'un environnement. Parce que justement, c'est un artiste urbain, il est né dans des conditions très précises et il a été fasciné par l'art qui se donnait à voir à l'extérieur, le street art. Mais le street art, c'est quoi? C'est juste la possibilité qu'on donne dans un espace confiné et parfois stressant à des gens possibilités. C'est-à-dire que ce n'est pas admis ni permis, les gens s'approprient ces murs-là. Mais de s'exprimer et de pouvoir être dans des logiques intégratives. Parce que le propre de l'expression esthétique, c'est de pouvoir peut-être sceller un lien entre une communauté et une individualité, mais également de pouvoir rassembler la somme des productions esthétiques comme étant également des courroies de transmission de ces éléments partagés. J'allais dire de ces valeurs, mais je n'ose pas trop dire parce que ça va engager peut-être des considérations théoriques et philosophiques un peu ardues à définir en peu de temps. Et donc ceci pour dire quoi? Pour dire que, en fait, oui, lorsqu'on parle du vivre ensemble, le vivre ensemble peut se projeter sous l'angle esthétique avec des références et des référents. Ces référents-là sont de l'ordre d'une géographie physique, mais ces références sont de l'ordre aussi d'une géographie dépassée par les contours physiques et on est dans des systèmes de représentation. Et ces systèmes de représentation ne sont pas dans une temporalité figée. C'est-à-dire qu'assumer et valoriser son passé est de l'ordre aussi d'une territorialisation. Se projeter aussi avec ces références, je n'ai pas encore cité les deux mots de l'enracinement et de l'ouverture, c'est également une manière d'être dans des sortes de passerelles qui nous renvoient à une identité commune ou à quelque chose qui serait, si ce n'est pas identitaire, à quelque chose qui serait partagé et qui se donnerait à voir. Et c'est tout l'intérêt en fait de ces dynamiques-là qu'on a tracées et c'est toute la difficulté aussi d'articuler tous ces aspects-là parce que justement, le propos senghorien à la base était d'une rare subtilité, le propos de Cheikh Anta était d'une rare générosité, mais on retrouve un peu toute cette dynamique-là aussi dans nos logiques actuelles qui ont essaimé et qui font que, voilà, quand Cheikh Anta parle de référents culturels, il y a une donne qui est presque transversale dans tous les peuples africains, c'est la place de l'étranger. L'étranger doit être considéré comme quelqu'un qui est chez lui dans un espace précis. On n'est pas dans l'altérité et un enrichissement de faits. Et cet enrichissement de faits a beaucoup aussi été quelque chose qui a été conceptualisé, valorisé, aussi bien par les
par l'un ou l'autre des penseurs, mais également par ce que nous sommes en train d'advenir. Voilà, ce sont ces éléments-là, en fait, que je voulais partager avec vous sur ces dynamiques et sur peut-être la difficulté d'avoir des éléments de référence a priori, parce que le propre de l'art, c'est d'échapper à sa propre situation. Autrement, on n'aurait pas des artistes qui nous surprennent. Mais on a retrouvé dans ces dispositifs-là des éléments de production et des références dans l'école de Dakar, mais aussi dans les prismes actuels. Omar Ba, ce qu'il fait en référence à Cheikh Anta sur la valorisation du nègre et cette certaine fierté, et d'autres artistes aussi d'ici ou d'ailleurs. Mais tous ces éléments-là aussi, on les retrouve dans cette dynamique-là esthétisante autour de la volonté commune de vivre en commun. Et donc, autour de la notion de partage, la notion de générosité, de la notion fondamentale de l'humanité. Et donc, voilà, faire de l'art, c'est être humain. Et c'est être banalement humain. Et je pense que c'est ce que ces considérations nous apprennent, et nous apprennent de manière relativement édifiante. Je vous remercie de votre attention.